Dans cette émission spéciale sur le boson de Higgs, le physicien explique qu'il est important de comprendre comment fonctionne le réel empirique. Il mentionne également l'idée selon laquelle la physique peut expliquer le réel par l'impossible, c'est-à-dire que les lois physiques peuvent contredire nos observations initiales. Il donne l'exemple de Galilée, qui a énoncé la loi selon laquelle tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, bien que cela ne soit pas directement observable. Il explique que la physique se confronte souvent à des situations où les mesures et les observations contredisent les lois existantes. Il souligne également l'importance de réfléchir à ce qu'il faut faire lorsque des contradictions surviennent entre les mesures et les lois physiques établies. Il y a souvent un désaccord entre ce que nous percevons ou mesurons et ce que dit la théorie. Dans ces cas, nous devons trouver des solutions pour réconcilier les observations avec la théorie. Par exemple, au XVIIIe siècle, les astronomes ont observé une petite différence entre la trajectoire calculée de la planète Uranus et sa trajectoire réelle. Ils ont supposé l'existence d'une planète inconnue, Neptune, dont l'effet gravitationnel expliquait cette différence. Neptune a été mathématiquement calculé avant d'être détecté par observation directe. Cela illustre une solution écologique, où l'on suppose l'existence d'une entité inconnue pour rétablir l'accord entre la mesure et la théorie. Un autre exemple est celui de la radioactivité bêta, où les scientifiques ont constaté un désaccord entre le spectre d'énergie des électrons émis lors de la désintégration du noyau et les calculs théoriques basés sur la conservation de l'énergie. Un physicien, Wolfgang Pauli, a proposé l'existence d'une particule, le neutrino, emportant l'énergie manquante. Enrico Fermi a pris cette hypothèse au sérieux et le neutrino a été découvert expérimentalement en 1955. Ces exemples montrent qu'il est parfois nécessaire de supposer l'existence d'entités inconnues pour rétablir l'accord entre la mesure et la théorie. Cela témoigne de l'importance de la remise en question et de la recherche de solutions pour résoudre les désaccords scientifiques. L'intégration du genre dans le cœur du réacteur est une solution ontologique pour résoudre le conflit entre la théorie et l'observation. Cela implique de reconnaître qu'il existe quelque chose dans la réalité que nous ne connaissions pas auparavant, comme cela a été le cas avec la découverte des neutrinos. Cependant, il y a des cas où cette approche ne fonctionne pas, comme l'observation de la trajectoire de la planète Mercure au XIXe siècle. Malgré de légères variations, les calculs basés sur la gravité de Newton ne correspondaient pas aux mesures observationnelles. Cela a conduit Einstein à formuler sa théorie de la relativité générale, qui a expliqué cette divergence. Ainsi, lorsqu'il y a un désaccord entre la théorie et l'observation, il peut y avoir des solutions ontologiques ou législatives, selon les cas. Dans le cas du boson de Higgs, il y a eu une combinaison de ces deux approches pour parvenir à une détection et une interprétation cohérentes. En ce qui concerne les interactions fondamentales, la physique quantique a remis en question la compréhension traditionnelle des interactions comme étant médiatisées par un champ dans l'espace. Au lieu de cela, les interactions sont désormais considérées comme impliquant l'échange de particules spécifiques entre les objets en interaction. Cette vision des interactions a été révolutionnaire dans les années 1920 et a conduit à repenser notre compréhension de la physique quantique. Les interactions fondamentales entre les particules sont médiatisées par des ballons appelés bosons. Il y a trois forces fondamentales, l'interaction électromagnétique, l'interaction nucléaire faible et l'interaction nucléaire forte. L'interaction électromagnétique est médiatisée par des photons virtuels, qui sont les ballons caractéristiques de cette interaction. L'interaction nucléaire faible est médiatisée par trois bosons, le W+, le W et le Z0, qui ont une masse élevée. L'interaction nucléaire forte est médiatisée par des particules appelées gluons. La portée de chaque interaction dépend de la masse du boson correspondant, plus la masse est élevée, plus la portée est limitée. Ces interactions sont essentielles pour comprendre les phénomènes de la physique quantique. Les interactions au niveau des particules élémentaires peuvent être classées en interactions électromagnétiques, faibles et fortes. Les particules qui ne subissent pas l'interaction forte sont appelées des leptons, et il en existe 6 types différents. En revanche, les particules qui sont sensibles à l'interaction forte sont appelées des hadrons, et il en existe de nombreuses variétés, regroupées en baryons et mésons. Pour décrire ces interactions, les physiciens ont associé chaque interaction à un groupe de symétrie. Une symétrie est une opération qui ne change pas la forme d'un objet. En utilisant le formalisme mathématique de la mécanique quantique, les physiciens ont pu déterminer les groupes de symétrie correspondant aux interactions électromagnétiques, faibles et fortes.
Ces groupes de symétrie déterminent les propriétés des interactions. Cette théorie, appelée le modèle standard de la physique des particules, a été confirmée par de nombreuses expériences. Elle permet d'expliquer les interactions à l'échelle de l'infiniment petit de manière cohérente. Cependant, il reste encore des questions et des défis à relever pour comprendre pleinement les équations et les masses des particules dans ce modèle. Le modèle standard de la physique des particules prédit que toutes les particules élémentaires devraient avoir une masse nulle, mais les mesures expérimentales montrent le contraire. Cela crée une contradiction entre la théorie et les faits observés. Pour résoudre cette contradiction, certains physiciens proposent de nouveaux modèles qui expliquent les interactions en utilisant d'autres concepts que ceux du modèle standard. 3 physiciens indépendants, François Englert, Robert Brough et Peter Higgs, ont proposé l'idée que les particules acquièrent leur masse grâce à l'interaction avec un champ, appelé le champ de Higgs. Cette idée a été formulée dans des articles publiés en 1964. Elle s'appuie sur l'idée que la physique peut expliquer le réel en utilisant des lois physiques qui vont à l'encontre de l'observation directe. Ainsi, la masse des particules élémentaires n'est pas une notion primitive, mais une propriété secondaire due à l'interaction avec le champ de Higgs. La loi selon laquelle tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide est en fait vraie, malgré les observations publiques contradictoires. Cela peut être expliqué par la présence de la gravité, ainsi que d'autres forces telles que la résistance de l'air et la poussée d'Archimède. Ils sont responsables de différences de vitesse lorsque des objets sont lâchés dans l'atmosphère. Les physiciens utilisent cette idée pour remettre en question les équations du modèle standard affirmant que les particules élémentaires ont une masse nulle. Ils supposent que la masse n'est pas une propriété intrinsèque des particules, mais plutôt une propriété résultant de leur interaction avec le vide, qui n'est pas réellement vide. Ils pensent que le vide contient un champ appelé le champ de Higgs, qui est présent partout et qui interagit avec les particules, donnant ainsi une masse à celles-ci. Alors que nous avons l'impression que les particules possèdent inertie et masse par elles-mêmes, en réalité, celles-ci résultent de leurs interactions avec le champ de Higgs. On peut imaginer cela en utilisant l'analogie d'un champ de neige où les particules sans masse sont comme des skieurs qui glissent sur un terrain en fonction du frottement de leur ski, c'est-à-dire du couplage avec le champ de Higgs. Si les skis sont bien fartés, les particules glissent sans frottement à la vitesse de la lumière, mais si les skis sont mal fartés, il y a un frottement et la vitesse des particules est plus faible. Ainsi, la masse des particules est simplement une mesure de l'interaction entre elles et le champ de Higgs. Cette idée a conduit à la découverte des bosons de Higgs dans les années 60, qui sont les particules qui résultent de l'interaction avec ce champ. En conclusion, cette remise en question de la masse nulle des particules a conduit à une nouvelle compréhension des interactions entre les particules et le champ de Higgs, et a ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine de la physique quantique. Le boson de Higgs est une particule fondamentale de la physique des particules, dont l'existence a été confirmée en 2012. Sa découverte a permis de comprendre l'origine de la masse des particules élémentaires. Pour détecter le boson de Higgs, des collisions de particules à haute énergie sont réalisées dans des accélérateurs tels que le CERN. Ces collisions recréent les conditions physiques de l'univers primordial, permettant ainsi d'observer les phénomènes qui s'y sont déroulés. Le boson de Higgs est lié au champ de Higgs, qui est omniprésent dans le vide et qui confère une masse aux particules. Cette découverte a aussi des implications en cosmologie, car elle permet de mieux comprendre les premiers instants de l'univers. Le boson de Higgs est également appelé boson scalaire de Higgs ou l'horloge des anges ici-bas selon une expression imagée. Le champ de Higgs, découvert en 2012, joue un rôle essentiel dans notre compréhension de la masse des particules élémentaires. Cette découverte a permis de trancher une question qui a occupé les esprits des physiciens pendant 48 ans. En effet, le modèle standard de la physique des particules exigeait l'existence d'une particule, le boson de Higgs, pour expliquer l'origine de la masse. La découverte de ce boson a confirmé les prédictions du modèle standard. Cependant, il n'y a pas encore d'application pratique directe de cette découverte, car le boson de Higgs a une durée de vie très courte et est donc difficile à exploiter. Cependant, les retombées indirectes de cette recherche fondamentale sont nombreuses, notamment dans les domaines médicaux et du traitement des données massives. Enfin, il est intéressant de noter que François Englert et Peter Higgs, les découvreurs du boson de Higgs, ont reçu le prix Nobel de physique en 2013, quelques années après leur découverte. Le modèle standard de la physique des particules ne prend pas en compte la gravitation, ce qui pose un problème lorsqu'on essaie de le concilier avec la relativité générale d'Einstein.
Cette contradiction entre les deux théories nécessite de trouver une façon de les unifier. De plus, la présence de matière noire, une matière invisible qui influence la dynamique des galaxies, est aussi un défi pour les physiciens. Pour résoudre ces problèmes, il faudra peut-être modifier les équations de la gravité ou trouver de nouvelles particules. L'inflation cosmique est une hypothèse qui explique l'homogénéité de l'univers, mais ce n'est pas encore une théorie établie. Toutes ces questions sont complexes et leur résolution se fera grâce à la recherche expérimentale et théorique. Le principe d'inertie stipule qu'un corps qui n'est soumis à aucune force est en mouvement rectiligne uniforme. Cependant, la gravitation exerce une force sur tous les corps massifs de l'univers, ce qui remet en question ce principe. Einstein a réalisé une expérience de pensée en imaginant être en chute libre et a constaté que lorsqu'il tombait, il ne ressentait plus son poids. Cela l'a amené à formuler le principe d'équivalence, qui établit une équivalence entre l'accélération et la gravitation. En appliquant ce principe à la lumière, Einstein a conclu que la gravitation n'était pas une force exercée dans l'espace mais plutôt une déformation de l'espace-temps. Cette idée a conduit au développement de la théorie de la relativité générale, utilisée en cosmologie. Selon cette théorie, l'espace est considéré comme plat s'il n'a pas de courbure généralisée, mais peut être courbé localement par des objets astrophysiques. Par ailleurs, les cosmologistes ont proposé l'idée de l'inflation, selon laquelle l'univers primordial a connu une augmentation rapide des distances en un temps très court. Cette hypothèse expliquerait pourquoi l'espace-temps semble plat. L'orateur aborde plusieurs sujets liés à l'univers observable et au fond diffus cosmologique. Il explique que l'univers observable est seulement une petite partie de l'univers total, comparant cela à être sur la surface d'un ballon et ne voir qu'une petite portion. Il mentionne également la platitude de l'univers observable, expliquée par l'inflation et la courbure qui est plus grande que la portion observable. L'orateur fait référence à l'exemple d'Einstein sur la chute et mentionne que le mouvement est relatif. Il parle ensuite du fond diffus cosmologique, qui est une trace du rayonnement libéré quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang. Il mentionne que la température de cet arrière-plan cosmologique a diminué avec l'expansion de l'univers. L'orateur reconnaît également Jean-Pierre Petit, un scientifique français qui a des idées controversées sur l'antimatière et la matière noire, mais il admet ne pas être compétent pour en parler en détail. Finalement, il demande si les auditeurs souhaitent interagir avec Jean-Pierre Petit sur son modèle.